Bonsoir. Vous dites que vous étiez à Gaza ces derniers jours. Est-ce que les témoignages dont vous parlez, ce sont des témoignages que vous avez enregistrés, que vous avez filmés? Est-ce qu'il y a un travail qui, enfin, par-delà, je veux dire, le travail singulier que vous menez vous-même, est-ce qu'il y a un travail qui se construit à côté, voilà, de documenter quelque chose qui sera rendu visible? J'avais cette question, vous parlez des accords de transfert comme ça de façon très rapide. Est-ce que juste vous pouvez nous en donner le descriptif? C'est quand même très intéressant. Et enfin, c'est une question, comment vous interprétez, vous, le Shlomo Sand, quand il, dans l'invention du peuple juif, il en arrive à ce paradoxe, à l'époque où la religion juive était très prosélyte, que peut-être des communautés existantes en Palestine auraient été converties, et que ces convertis seraient les Palestiniens d'aujourd'hui. Voilà, donc ça fait trois questions, je vais essayer de... Oui, excusez-moi. Non, alors, on va commencer par de la pub. Sarah et moi, même en se couchant à 1h du matin, on a envoyé tous les jours des rapports extrêmement documentés sur ce qu'on a vu à Gaza. C'est très très divers, ça parle de tout. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous allez sur le site de l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix. Donc le site c'est ujfp.org et vous mettez Chronique de Gaza. Il y en a 19, ça fait 62 pages et je vous assure que vous n'allez pas vous ennuyer, ça parle de tout. On a interrogé les gens de la rue, les gens ordinaires, les dirigeants de tous les partis politiques, des associations. Voilà, il y a, si vous voulez savoir un petit peu ce qu'est la cage de Gaza aujourd'hui, donc ujfp.org et Chronique de Gaza. Sur la deuxième question, quand j'ai parlé des accords de transfert, c'est un truc historique. Quand Hitler prend le pouvoir, les Juifs américains décrètent à peu près aussitôt le boycott de l'Allemagne nazie et ça prend ce qui est un vrai danger pour Hitler, c'est-à-dire que le pétrole et l'acier dont il a absolument besoin pour se réarmer risquent de lui manquer. Et à ce moment-là, du Yishuv, donc le Yishuv, c'est les établissements juifs en Palestine, en 1933, il y a environ 350 000 juifs en Palestine. C'est donc Ben Gurion qui est à la tête de l'agence juive et qui va signer un accord avec le parti nazi, ce qui est une espèce d'échange. Il n'y a plus de boycott et les juifs allemands peuvent partir avec leurs biens, avec leur argent, mais uniquement en Palestine mandataire, pas aux États-Unis ou en Angleterre. Alors évidemment, il est difficile de juger de ces accords 80 ans après. Il faut savoir que la décision de l'extermination a probablement été prise par les nazis en 1940 quand ils décident qu'ils vont attaquer l'URSS et qu'ils vont exterminer tous les juifs qu'ils trouvent sur le passage. Après, il y a la conférence de Wannsee et tout, mais jusqu'en 1940, la politique officielle du nazisme n'est pas l'extermination, c'est l'expulsion de tous les juifs d'Allemagne et d'Autriche. Donc beaucoup vont partir. Shlomo Sand, puisque vous parlez de lui, dit que s'il n'y avait pas eu la limitation des possibilités d'immigration en Grande-Bretagne et aux États-Unis, la question même de l'État d'Israël ne se serait pas posée, parce que l'écrasante majorité de ceux qui fuyaient et qui cherchaient un refuge auraient choisi des pays occidentaux pour partir. Mais justement, en 1933, pour beaucoup, la seule possibilité d'émigration, c'est la Palestine mandataire. Je rajouterai qu'il faut toujours faire une grosse différence entre le projet sioniste, qui dès le début avait pour finalité un État juif ethniquement pur et donc l'expulsion des Palestiniens, avec un très grand nombre de Juifs qui cherchaient un refuge et qui ne sont pas venus en Palestine pour expulser les Palestiniens. Et 2 ans avant la Nakba, il y a un vote dans le Yishuv, donc chez les Juifs de la Palestine mandataire, et la liste pour un État binational, menée par Martin Buber, fait 45% des voix. C'est pour avoir cette idée-là. Alors, la dernière question, c'était sur Shlomo Sand. Ce qu'il dit, quelque part, fait autorité, c'est-à-dire qu'il a concentré un certain nombre de faits historiques qui ne font pas de doute. Donc, en gros, la religion juive était une religion prosélyte,
C'est-à-dire que sous l'Empire romain, un assez grand nombre de citoyens romains étaient de religion juive, probablement entre 8 et 10% de l'Empire à l'époque de Trajan. Donc ce n'est pas la population qui s'est répandue dans l'Empire, c'est la religion. Et on trouve des synagogues à Rome 150 ans avant la destruction du Temple et la conquête de la Judée par Titus. Donc cette religion-là a été en concurrence avec d'autres religions. À partir du IVe siècle, c'est la religion chrétienne qui triomphe dans l'Empire. Donc les Juifs cessent d'être prosélytes, contraints et forcés. Et beaucoup vont se convertir au christianisme. La plupart des Juifs d'aujourd'hui, soit sont les descendants de citoyens de l'Empire romain qui étaient de religion juive, soit descendent de conversions postérieures. On sait qu'un certain nombre de tribus berbères se sont converties au judaïsme en Afrique du Nord. Il y a l'épisode khazar, donc cet empire turc et slave entre mer Noire et Caspienne, dont les nobles se sont convertis, et probablement une partie slave de la population se sont convertis au judaïsme. Il est probable qu'une partie non négligeable des Ashkénazes, donc des juifs, Ashkénazes veut dire allemand en hébreu, des juifs européens sont les descendants partiellement des Khazars. Donc très certainement, nous ne sommes pas, je répète, les descendants des Judéens de l'Antiquité, qui très probablement ce sont des Palestiniens en grande partie. Il y a eu des mélanges bien sûr de tous les côtés, mais c'est plutôt ça. Oui, plusieurs remarques, même si c'est peut-être un peu dans le sujet, sur la dimension existentielle du conflit. Ça, c'est très important, à la fois pour les Palestiniens et pour les Juifs du monde entier. Vous défendez certaines thèses qui sont très discutées, pourquoi pas, qui semblent contester la notion de continuité du peuple juif. Bon, c'est une question qui est très problématique, parce que comment définir le peuple juif? Soit c'est le critère de l'orthodoxie religieuse, qu'on accepte ou pas, qui fait sens pendant 4000 ans, soit c'est d'autres critères qui sont tous discutables. Ou alors, en Europe de l'Est, on peut parler de peuple yiddish, parce qu'il y a une définition ethno-linguistique de la nationalité qui est typique de ces pays. Donc, ce sont des questions qui ne sont pas évidentes. Mais bon, il y a des langues de bois idéologiques des deux côtés. Soit c'est les Palestiniens qui n'existent pas, ça c'est les Goldamer, soit c'est les Juifs qui n'existent pas. Évidemment, la définition du peuple juif, de l'ethnicité juive, a toujours été problématique. Donc, on peut en discuter dans tous les sens. Mais souvent dans le monde arabe, par exemple, il y a une tendance très forte, et ça c'est récent, à une négation radicale de ce qui fait l'essence de l'histoire juive, par exemple le temple, le monde du temple et tout ça. Et c'est là qu'il y a une certaine langue de bois idéologique qui, sous prétexte de dénoncer à juste titre le fait que le sionisme parasite idéologiquement l'histoire juive, rejette à la fois le sionisme et l'histoire juive. Le sionisme, c'est une idéologie de la modernité politique qui a un siècle d'histoire, quand les Juifs ont 4000 ans d'histoire. Voilà. Donc je dis ça un peu pour désamorcer la surcharge polémique et émotionnelle qui parasite tout dans l'interprétation du conflit. Un problème très concret, quand vous parlez de l'apartheid, là je ne suis pas du tout d'accord. On s'est demandé une discussion à l'infini, mais disons que les nationalistes et les racistes ne sont pas la même chose. Les nationalistes peuvent être très violents, sanguinaires, en soi ce n'est pas du racisme. Sinon on va dire que les sionistes sont racistes et que les nationalistes arabes sont antisémites, et on n'en sort pas. Et il y a une surcharge de diabolisation dans les deux sens qui parasite la compréhension du conflit. Ça on peut évidemment en discuter à l'infini. Mais pour ce qui est quand même, je dirais quand même une chose, parce que c'est de ce côté-là, vous aurez toujours des problèmes avec les juifs, même les mieux disposés, si vous donnez l'impression, même si c'est votre opinion, pourquoi pas, de nier ce qui est l'histoire juive multimillénaire. De ce côté-là, il y aura toujours une impasse totale et définitive. L'histoire juive en soi n'a rien à voir avec le sionisme. Et c'est vrai aussi que l'histoire juive est essentiellement diasporique. C'est vrai aussi. L'un n'empêche pas l'autre, mais il y a bien une continuité du peuple juif, même s'il y a eu des mélanges. L'essentiel, c'est la culture. Voilà. Excusez-moi si j'ai un peu long. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Simplement, je partage un point de ce que vous dites. Le sionisme, pour moi, n'a strictement rien à voir avec le judaïsme. Au contraire, je suis un défenseur acharné des cultures juives, des langues juives. Je veux dire, qu'est-ce qui a fait disparaître en Israël toutes les langues juives, le ladino, le judéo-arabe, le yiddish? Qu'est-ce qui a fait disparaître les cultures? Qu'est-ce qui a introduit des choses totalement étrangères à toutes les cultures juives? Le militarisme, le racisme
et la haine de l'autre. Non, au contraire, je veux dire que dans les histoires juives telles qu'elles ont existé, moi j'y suis extrêmement attaché. Et je veux dire, vous prenez tous les noms célèbres que le judaïsme a pu laisser, que ce soit le judaïsme religieux ou le judaïsme laïque, ces noms n'ont rien à voir avec les bruits épaisses que sont Lieberman, Netanyahou et tout. Après, vous dites que le sionisme n'est pas raciste. Écoutez, moi je dis simplement, le sionisme, c'est une théorie qui date de maintenant 120 ans. Elle naît en Europe de l'Est, vers 1890-95, sur l'idée, c'est une théorie de la séparation. Juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. Si ça ne s'appelle pas une théorie raciste, elle donne la pire réponse à l'antisémitisme. Vous parlez du peuple yiddish. Moi, je suis un défenseur acharné d'un parti comme le Bund, qui était un parti juif révolutionnaire, qui luttait pour l'autonomie culturelle sur place, qui ne voulait déménager personne, et qui était complètement dans son monde, qui était le monde des pays baltes ou de la Pologne, et donc Marek Edelman, un des héros de l'insurrection du ghetto de Varsovie, a gardé les conceptions jusqu'au bout. Je suis en train de lire un livre sur le Bund polonais des années 30. Ils sont extrêmement virulents contre les sionistes. Ils décrivent l'insurrection de 1929 en Palestine, et ils accusent les sionistes d'avoir emmené les juifs dans une impasse, et ils disent que je ne sais pas comment dire, puisque dans le film, on parle beaucoup du génocide. Il y a deux conceptions pour parler du génocide. Où on dit plus jamais ça, c'est la conception universaliste que les Juifs ont portée massivement et majoritairement pendant plus d'un siècle, où on dit que ça n'arrive plus jamais. Et les sionistes, ils disent que ça ne nous arrive plus jamais. Ce qui veut dire exactement l'inverse. Et c'est-à-dire, au nom de ça, tout nous est permis. Après, vous dites, apartheid, non, écoutez, je vous garantis que quand on vient à Gaza, pensez que c'est pas l'apartheid, que c'est pas un bantoustan, que c'est pas une réserve indienne. Je vous propose d'y aller, et on rediscutera un petit peu quand vous aurez eu cette expérience-là, non? Mais j'ai dit, y compris dans l'Israël d'avant 67, il y a l'apartheid en ce moment. Les villages bédouins du Negev sont détruits les uns à la suite des autres, et ils ont la nationalité israélienne, et on les excuse parce que c'est un État juif. Le seul État français dans l'histoire, ça a été Vichy. Israël se définit comme un État juif, les gens qui ne sont pas juifs n'ont pas les droits. Donc, et quand les Sud-Africains sont venus, notamment Desmond Tutu, les syndicalistes de la cause Atu et tous sont venus en Palestine, ils ont dit ce que nous avons subi, c'est moins que ce que subit aujourd'hui la Palestine. C'est les Sud-Africains qui disent.